Bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Comme vous savez, chaque semaine, je reçois un comédien que j'apprécie et que je trouve qu'il a beaucoup de talent. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Etterlinck. C'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous parce qu'il a un agenda très chargé. Ces temps-ci, on l'a vu sur différents plateaux, que ce soit sur RTL ou sur la RTB. On va vous dire un peu pourquoi. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Mais Isabelle, c'est un plaisir partagé. Je suis ravi de te voir. En plus, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Très longtemps. Exactement, ça fait très longtemps. Oui, oui, oui. Une date En tout cas, importante en plus aujourd'hui, on le sait, parce qu'on s'est rencontrés avec un personnage très particulier qui était mon grand ami Manu Toro, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et c'est exactement. grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vraiment un hasard. C'est hier, en fait, que je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais en fait, mon invité d'aujourd'hui, c'est Frédéric Etterlinck. Et c'est grâce à Manu que je t'ai connu. Et justement, on fait le live le jour de son anniversaire. Donc, comme tu dis, les étoiles sont alignées. C'est vraiment Bon, ça. ben, je suis sûr qu'il nous regarde ce soir. Oui, mais voilà, comme j'en parle à tous ceux qui l'ont connu, Manu, on reçoit des signes de lui tout le temps, en fait. J'imagine que tu as ça aussi. Il est tout le temps là, partout. On pense à lui tous les jours. Vraiment, j'ai eu, surtout après sa mort, j'étais dans son appartement, j'ai préparé les affaires que sa maman m'avait demandé de distribuer à qui de droit. Et il y a eu des trucs vraiment, et voilà, ça s'arrête pas là. Je pense que les liens de l'amour sont tellement forts que il y a toujours un petit quelque chose. Et avec les années, bien entendu, puis j'ai perdu mon petit frère aussi, et aussi là, il y a eu des trucs magnifiques. Voilà, et que ça se passait au Canada, mais j'ai des gens qui sont venus dormir dans la chambre de mon frère et qui pensaient que j'étais venu leur parler, alors que je n'étais pas venu. Donc, bref, je sais qu'ils sont là quelque part, qui nous regardent d'un angle différent, mais qui sont là. Voilà. Oui. Et c'est trop chouette, parce qu'effectivement, d'abord, on se revoit là, ça fait longtemps qu'il est parti. Je crois qu'il est parti en 2002, Manu. En Et 2000. en 2000, oui, Ça, c'est mon ça frère. va faire 21 ans, oui. Exactement. Et ben voilà, il est toujours là, et c'était un des comédiens qui avait le plus de talent de nos comédiens belges. C'était un type exceptionnel de drôlerie. Écoute, c'est le seul gars, Manu, qui, quand tu lui disais j'ai un œuf à peler avec toi, il se réjouissait. Oh, génial, putain, ouais, ok, bah, il balance. C'était un type extraordinaire, d'un talent fou. Il aurait fait une carrière exceptionnelle, Manu. Tout à fait. Oui, après, tu dis qu'il était d'une drôlerie, mais dans la vraie vie, il n'était pas toujours drôle. C'est quelqu'un avec qui on pouvait avoir des vraies conversations, Oh, des vrais complètement, moments complètement. profonds. C'était quelqu'un de très sensible et de très profond. Oh, bien sûr, de malin comme un singe, intelligent, de talentueux, mais moi j'ai eu les plus gros fous rires. Et puis je suis très fier, quelque temps avant sa mort et puis quelque temps après sa mort, des amis proches m'ont dit que j'étais la personne qui le faisait le plus rire au monde. Alors ça, pour moi, c'est le titre en or, parce qu'on a ri avec lui. D'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça un soir, on est parti à se raconter des couillonnades qui allaient très loin. Et ça a duré comme ça jusqu'à 5 heures du matin. On ne s'est plus quitté. Il venait voir mes spectacles à l'époque, j'étais chanteur. C'était l'époque de l'Eurovision, où je tournais beaucoup. Lui, il tournait son premier seul en scène. Donc, on venait se voir. On était pétrifiés de trac à chaque fois qu'on montait sur scène et l'autre rigolait de l'autre. Bref, je n'ai que des souvenirs exceptionnels avec lui. Il manque beaucoup. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est vrai que moi, je t'ai connu en 97. C'était fin 97. Donc, toi, tu avais déjà fait l'Eurovision, dont on va parler. Et effectivement, il avait déjà fait son one-man show. Manu Toro est insortable. J'ai dû le voir 25 fois. C'était Ah magnifique. oui. Mais donc pour justement enchaîner, donc là on a dit comment on s'était connus. D'ailleurs le jour où je t'ai connu, je pense que j'ai rencontré ta maman aussi parce qu'on était dans une salle, je ne sais plus où on était, mais il y avait un spectacle ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, c'était à Waterloo, je me souviens. Je me souviens parce qu'il y a une anecdote incroyable. Si ma mère était là, c'était dans un tennis club. Il y avait un spectacle de Ali, qui est chanteur français qui est décédé il y a quelques années, qui chantait chez Lorette, comment il s'appelle encore. Euh, C'était bien, c'était chouette chez Lorette, ce chanteur immense. Et c'était un spectacle de ce chanteur immense. Allez, j'en reviens à son nom, ça va J'ose me pas revenir. dire de bêtises. Non, mais ça va me revenir. Et effectivement, et donc du coup, je me souviens que j'étais avec ma maman là, et comme on se traitait toujours de nom d'oiseau, quand il est arrivé à la table, je l'ai traité de nom d'oiseau, il l'a refait, ma mère était à côté, je présente ma mère, il était super gêné. Mais c'était pas ce soir-là parce que vous m'avez raconté l'histoire ce Ah jour-là. d'accord. Mais Alors c'était écoute, un autre moi, soir, oui.
c'est vague, les Mais souvenirs oui, parce que ça commence à bien dater. Oui. Et alors, l'autre chose que j'aime bien faire dans mon émission, dans mes conversations, c'est faire des liens avec des invités que j'ai eu précédemment. Et donc ici, le lien, je le fais avec Enrico Salamone parce que j'ai aussi connu Enrico grâce à Manu. Et donc voilà, tu connais Enrico et c'est aussi un J'adore super acteur. grand, énorme acteur, grand bonhomme. Je le vois très peu. D'ailleurs, s'il regarde l'émission, un de ces quatre, sale con, tu pourrais m'appeler de temps en temps. Je l'adore. C'est voilà, encore un des grands talents belges, Enrico Salamone. Je l'aime beaucoup. Oui. Enrico n'a pas Facebook, mais il voit l'émission par la suite et souvent son fils Matteo, qui est super C'est aussi, son petit bonhomme. regarde. C'est un mec bien. Voilà, voilà, il fait partie des mecs bien, des gens bien. Voilà, voilà un monsieur qui a beaucoup de talent et Oui, toutes les facettes. Je l'aime beaucoup. exactement. Mais Ouais. oui. Donc parlons de toi, toi qui as aussi beaucoup de talent et qui est un mec bien. Comment as-tu commencé si on peut dire, ta carrière? Donc tu avais vécu à Nice, aux États-Unis. Comment t'es-tu dirigé vers la musique pour commencer par là? Par fainéantise. Simplement, par fainéantise, parce que quand j'étais gamin, et là je te livre tout cash, hein, parce que j'ai 52 piges aujourd'hui, il y a longtemps Sans filtre. oui, il y a longtemps que je suis sans filtre, mais alors de moins en moins. Écoute, par fainéantise, parce que quand j'étais gamin, je voulais être Michel Sardou. Alors tu Oui. vois, déjà à 8 ans, je voulais être Michel Sardou. Pourquoi? Parce qu'à 8 ans, avec mes parents, à Knock-le-Zout, au casino, concert de Michel Sardou. Il était tout jeune, c'était l'époque de la maladie d'amour, il avait ses longs cheveux. C'est le premier chanteur que j'ai vu sur scène. Du coup, évidemment, pour un gamin, ben, c'était Elvis Presley pour moi, c'était Bien Dieu le sûr. Père. Du coup, je l'ai suivi. Inutile de dire qu'à 8 ans, tu comprends rien des chansons de Michel Sardou, mais j'ai suivi, écoute, jusqu'à 20 ans, je voulais rien écouter d'autre. C'est-à-dire, j'avais des œillères. Et donc, plus tard dans ma vie, effectivement, comme tu l'as dit, moi, je suis né en Belgique. On a habité Nice immédiatement après. Pendant quelques années, on habitait à Nice, dans le palais de mon grand-père, donc hors la monde, un truc complètement démesuré, mais encore une fois, quand tu es gamin, tout est normal. Et puis, vers 5 ans, on est parti aux États-Unis. On a vécu à Los Angeles jusqu'à 11 ans à peu près. Mes parents se sont séparés et mes deux frères et ma maman, on est revenu en Europe et on est arrivé à Bruxelles. Et évidemment, quand on est arrivé à l'école, au collège Cardinal Mercier, bon, et moi je parlais le français un peu comme cela, je baragouinais puisque j'avais 8 ans, 7 ans dans les gencives où j'avais fait mes études aux États-Unis, où j'ai appris à lire et à écrire en anglais. Et donc je me retrouve là, si tu veux, avec une dictée le matin, mais comme ils avaient vu mon nom, ça avait fait un tollé général dans la cour parce que tous les profs étaient là, on a les petits enfants du prix Nobel de littérature. Nous, aucune idée de qui était mon grand-père, j'ai appris que beaucoup plus tard, j'avais déjà de la peine à écrire mon nom. Et donc, évidemment, ce qui était très drôle, c'est que le premier jour, donc je me souviendrai toujours, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Brouillard, dicté. Alors, il était fier parce qu'il était à côté de moi pour la dicter. Alors, il dictait pour toute la classe, mais il était à côté de moi et puis il voulait voir. Et moi, je ne savais pas écrire, donc je faisais un espèce de trait continu parce que je voyais que ça bougeait à droite, ridicule. Et donc, du coup, ça a été infernal. Et mon retour en Europe avec mes frères, on nous a mis une importance qu'on ne voulait absolument pas. Bah, Frédéric, si tu peux quand même juste expliquer, parce qu'on n'a pas vraiment expliqué à ceux qui ne le savent pas. Donc, ton grand-père est Maurice Maeterlinck, mais tu dis Maeterlinck. Exact. Alors, en France, c'est Maeterlinck en France, j'ai pu Oui, au Québec aussi. En Belgique, c'est Maeterlinck, oui, évidemment. Et mon grand-père était le seul prix Nobel de littérature belge. L'oiseau bleu, Péléas et Mélisande, La vie des fourmis, La vie des abeilles, les opéras. Il y a plus de 100 œuvres. Mais nous, quand gamin, si tu veux, nous, évidemment, d'abord, je ne l'ai pas connu. On porte ce nom, on est aux États-Unis, donc je suis très loin de tout ça. Mais pour les Belges et pour les profs, c'est très prestigieux, c'est très important, ce qui fait qu'évidemment, ils te mettent le coup de projecteur sur la face. Et là, très vite, bah, la première année a été catastrophique parce qu'on nous regardait, ils étaient interloqués. Ils disaient, putain, mais il est mauvais. Mais en plus de ça, j'étais dyslexique, ça me donne une idée. À l'époque, la dyslexie, c'était 1 sur 1000. On ne savait même pas ce que c'était, donc je devais aller chez un logopède le mercredi. Et c'est très drôle parce qu'en fait, le spectacle que je suis en train de préparer avec Bruno Solo et Eric Logérias,
à force de faire de l'humour, moi je suis né en faisant le con. Donc je fais le con à longueur de journée. Et quelque part, mes potes proches, depuis toujours, me disent, mais Fred, qu'est-ce que t'attends pour aller faire ça sur scène? Va au moins gagner ta vie en faisant ça, c'est très bien. Mais trouver la ligne pour le faire, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que tout le monde s'essaye au stand-up aujourd'hui et très peu me font rire. Alors je ne me dis pas que je suis plus rigolo qu'un autre, mais c'est vite une blague à toutes les 4 secondes, vite, pute, nichon, c'est vite très plat. J'ai vu beaucoup de choses. Je me dis, mais tant qu'à faire un spectacle, après ce que j'ai fait en musique, et puis j'ai tourné pas mal de films, si c'est pour faire n'importe quoi, je ne vais pas le faire, je vais rester chez moi. Donc j'ai cherché, et ça fait un moment, et j'ai commencé en faisant des capsules dans mon très joli fauteuil vert, en faisant des capsules d'humour. C'est parti en réalité parce que c'était la seule manière que j'avais de communiquer avec mon fils. J'étais dans mon fauteuil, je lui faisais des vidéos, le décalage horaire aidant, je lui faisais un truc le matin, lui il était en pleine nuit, et je lui postais, c'était toujours des trucs évidemment où je plaisante, parce que je plaisante avec lui depuis qu'il est né, je lui ai toujours parlé de la même manière, hein, qu'il ait 3 ans ou aujourd'hui, j'ai dit, papa, non, j'ai toujours été comme je suis, tu vois, et probablement ce qui fait que... Tu nous expliquer pourquoi, donc ton fils est au Canada, c'est ça, tu as vécu au Canada exactement. Et ton fils est au Canada. Je reviens à la base, effectivement, donc retour en Belgique, les études, le bordel, là on te photographie, je suis le dernier de la classe, mes bulletins sont à vomir, bon, j'avance là-dedans, je te dis, je suis dyslexique, c'est très drôle parce que c'est un sketch que j'ai écrit pour mon spectacle, parce que, et en 2 mots, je t'en fais une petite bribe parce que c'est drôle. La première fois, je vais chez le logopède, et je ne sais pas ce que j'ai. Moi, c'est le mercredi après-midi, tous mes potes sont au McDo et à courir derrière tout ce qui a un peu de cheveux blonds. Et moi, je suis chez le logopède, bonjour monsieur. Alors, il me dit, écoutez, Frédéric, voilà, à partir d'ici, à chaque fois que nous allons nous voir, vous allez me parler, mais en sautant, en syllabes, pour vous apprendre à saccader les mots. Ridicule, t'imagines? Bonjour, je m'appelle Frédéric. Ce qui fait que très vite, quand j'ai écrit mes premières lettres d'amour pour draguer une femme, j'allais à l'essentiel. Salut, j'ai envie de te déglinguer. Je n'avais pas le temps de commencer à faire de la prose, tu vois. Et donc voilà, les années ont passé, études misérables. J'ai fait 12 écoles en 12 ans. On n'était pas les plus calmes. Mon petit frère, qui n'est plus là, qui joue probablement aux échecs avec Manu au moment où on se parle, on était de turbulents, mon grand frère aussi, enfin bref. Et puis, à un moment donné, tu sais, quand tu fais des études comme ça, que tu merdes partout, parents divorcés, ambiance difficile, j'ai commencé à chanter dans les pianos-bars. Tout simplement, j'allais chanter des chansons de Michel Sardou, de Goldman, de Clo-Clo, tout ce qui me passait par la tête. J'avais un pote pianiste, un anglais, alors il jouait, puis moi je gagnais 100, 200 balles à l'époque, c'était des francs belges, j'étais très content, et bizarrement, je faisais juste le mardi soir. Et puis ça se passait bien. Et du coup, ils m'ont proposé le mercredi. Et puis finalement, j'ai fait toute la semaine. Des gens venaient de Namur, de Liège, de partout. J'avais un côté un peu Patrick Bruel avec ma petite voix cassée. Donc j'ai commencé. Et doucement, j'ai amené mes compositions là-dedans. Et c'est comme ça qu'un soir, il y a Plastique Bertrand qui est arrivé, que je connaissais pas, qui m'a présenté à un gars d'un studio. On est parti, on a fait un album. Et puis de là, il y a eu un succès, un premier succès de radio. Mais bon, les gens entendaient ma voix, mettaient pas encore un visage sur ma face. Et à un moment donné, on me propose de représenter la Belgique à l'Eurovision. Mais c'était pas encore... Alors déjà, ça, j'ai refusé totalement. Gamin, je regardais l'Eurovision, mais je trouvais ça ridicule. Jamais une seconde, j'aurais pensé représenter mon pays à l'Eurovision. Donc j'ai évidemment dit... oubliez-moi, là, l'Eurovision, moi je viens de faire un album en anglais, en français, blues, avec le groupe Machiavel, avec des musiciens magnifiques. J'avais rencontré Alain Bachung à l'époque. J'étais dans une espèce d'ambiance où je voulais essayer, comme un jeune con, de faire un peu de la musique plus pop que celle d'un autre. Or qu'on était à une époque où c'était très commercial, tout ce qu'on faisait, évidemment. Et de là, il y avait une fille. Alors là, j'ai très vite compris par la firme, la boîte de disques, qui était chez Universal, qui était Polygram à l'époque. Écoute, Coco, t'es gentil, tu fais ou tu dégages. Parce que là, on a sorti un album avec toi, tu as une opportunité d'aller chanter devant 600 millions de téléspectateurs et de vendre ton album, c'est-à-dire faire marcher notre machine. Je ne comprenais pas. Moi, j'étais un bozo. Hein, j'ai commencé à réfléchir que vers les 35 ans. Donc, du coup, j'avais une équipe autour de moi. Et en fait, c'est dingue, Isabelle, parce que tout s'est passé tellement vite et tellement facilement, quelque part, que j'ai toujours trouvé ça normal d'avoir des gens de la presse qui venaient chez moi ou la télé, qui venaient faire des reportages. Or, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Fil en aiguille, je me suis retrouvé à la RTB
en finale nationale avec 9 autres artistes belges. Donc, il fallait en plus encore aller se défendre pour savoir qui allait représenter la Belgique à l'Eurovision. Bon, du coup, en plus de ce soir-là, je suis passé le premier, ce qui fait que je me suis dit, le temps que le 10e passe, on va m'avoir oublié. Ouais. Je gagne le concours, c'est chouette, on part à Dublin. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on est avec toute l'équipe de la RTB, on est 80 avec les musiciens, avec tout le monde. Et là, on nous apprend qu'on est depuis 7 semaines numéro 1 au hit parade à Dublin de l'Eurovision. Ce qui fait qu'on regarde les charts et tout ça, et on est placé dans les 3 premières places. Grosse surprise, je suis arrivé avant-dernier, je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, cette bande de blaireaux, c'est pas du tout ça qui m'est arrivé. Mais l'expérience était incroyable. En fait, en 2 mots, pour pas la faire trop longue là-dessus, je pars totalement inconnu un dimanche et je reviens le dimanche d'après avec le capitaine, le commandant de bord qui m'amène une bouteille de champagne, qui fait un message personnalisé pour moi. Et quand je reviens à Bruxelles, à 11h du soir, il y a 5-7 000 personnes avec des drapeaux belges qui m'accueillent. Ma vie avait changé. Et alors, étrangement, j'ai pas du tout aimé cette période, mais pas du tout. Tout le monde me connaissait partout, tout le monde me tapait dans le dos. Tu as évidemment beaucoup d'amis tout d'un coup. T'es jeune, tu le vois pas, donc ce que tu gagnes comme argent, tu le dépenses, tu fais l'imbécile, tu fais tout et n'importe quoi. J'ai fait à partir de là des galas les week-ends, je chantais à Namur à 6h, à Charleroi à 7h, à Liège à 8h. C'était très payant à l'époque, donc tout ça, c'était dans des enveloppes à l'ancienne. Tu sais, tu montes sur le podium, c'est le bourgmestre ou le chef de la ville, le shérif, hein, on va dire. Et donc, j'ai été sur une vague pendant 2 ans comme ça, où je suis jamais redescendu de la scène, où j'ai fait des galas partout. Je suis parti faire une tournée au Canada avec Cabrel. J'ai tourné un peu partout. Je me suis amusé comme un fou, mais ce côté, cette reconnaissance, en fait, il n'y avait plus que mon frère à l'époque, et Manu, en qui j'avais confiance. Tout le monde avait changé autour de moi. Et ça, et puis alors, les coups de couteau, le show business, autant tu montes haut, tu vois les gens vouloir te faire redescendre très bas. Mais encore une fois, tu es jeune, tu vois pas tout ça. Aujourd'hui, à 52 piges, je devrais le refaire, je le referai tout à fait autrement. Et puis surtout, je suis immunisé, j'ai vu. Et donc ça a été une période extraordinaire, mais en même temps, au moment où je vais signer mon premier album, mon second album en France, dans une grosse boîte de disques, j'ai un plan, c'est à l'époque de Bruel, Casser la voix, c'est le beat boss de BMG qui, lui, il a Bruel et Rock Voisine, il a les 2 kings du moment, et il a un budget colossal, et alors il hésite entre moi et Pascal Obispo, qui fait la carrière magnifique qu'il a fait. Bon, je ne suis pas un fan, mais une carrière exceptionnelle. Et à ce même moment, mon frère est malade, il a un cancer, il est ce que j'ai de plus proche, il vit avec moi. Mon moral commence doucement à descendre, j'annule des concerts, bref, et puis ça dure 4 années comme ça, difficiles. Enfin, pendant les 2 premières années, je fais le tour du monde avec lui, tous les hôpitaux. Bon, ça s'arrange pas, mon moral descend avec ça, mais en même temps, tu crois que tu peux faire quelque chose, et en même temps, voilà, c'est la vie. Et à un moment donné, un an avant son départ, avant sa mort, j'ai vraiment eu sur un coup de tête, j'avais fait les Francopholies au Casino de Spa, et j'avais rencontré Nicolas Perrac. Et Nicolas Perrac était un chanteur que j'adorais, déjà tout gamin. Et je le rencontre, et il se trouve qu'il y avait une polémique à l'époque, une lettre probablement d'un des participants qui était 2e ou 3e à la finale nationale, avait envoyé une lettre un peu anonyme à la presse pour dire Frédéric Etterlinck a plagié le titre de Nicolas Perrac, Le vin me saoule. Et en réalité, c'est très drôle parce qu'on se retrouve quelques temps plus tard. Donc je m'en fous, moi j'ai ni écrit ni composé la chanson. Donc ça ne me touchait pas spécialement, je ne trouvais pas que c'était le cas. Et puis d'ailleurs, il n'y a jamais rien eu à partir de là. Mais quelques temps plus tard, je me retrouve au Franco de Spa avec Nicolas Perrac, qui chante dans une autre salle. Bonheur d'aller voir son concert. Évidemment, après son concert, on se rend compte, il dit « Ah, c'est toi qui m'as plagié ». Il s'en foutait complètement, il adorait la chanson. On est devenus très amis. Et un soir, ce soir-là, il me dit « Tu sais », et je lui raconte mon frère, je lui raconte la vie. Il me dit « Tu sais, moi, Fred, j'habite à Montréal, et si tu veux, un jour, viens passer 1 mois, viens passer 2 mois, viens passer 6 mois, je peux te trouver un logement, puis j'aimerais ça qu'on fasse un album ensemble. » Ah, chouette. Et quelques semaines se passent, et puis Isabelle, il y a un truc, mais vraiment de dingue. J'en suis très heureux aujourd'hui de l'avoir fait, mais c'est un truc de ouf, vraiment. Je me retrouve le 4 avril, donc 2 mois après ces spectacles, chez ma maman avec mon frère, et c'est l'anniversaire de mon petit frère. Et bon,
son état n'est pas bon. Donc, évidemment, il y a une espèce d'inquiétude lourde depuis longtemps. Et à ce moment-là, je décide en 15 secondes. J'avais un appartement super rue de Stalingrad, j'avais un grand loft où je passais ma vie à jouer aux échecs avec Manu d'ailleurs. Et à ce moment-là, je fête l'anniversaire de mon frère. À 6 heures du soir, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Air Canada, j'ai pris un LSA un peu sans retour, j'ai même pas prévenu Nicolas, j'ai prévenu personne, ça m'a pris. J'avais un ras-le-bol. D'abord, de voir mon frère malade. Je me suis dit, tiens, si je fais ça, si je pars et que je vais construire quelque chose là-bas, je pourrais l'emmener. J'en avais marre de mon père qui nous a fait chier toute sa vie. J'en avais marre du show business où tout était tape à l'œil et puis surtout fake tant que ça peut. Et j'en avais marre de tout ça. J'en avais marre qu'on m'invite partout juste parce que je passe à la télé ou juste parce que je vais dire des conneries, qu'on va rigoler. C'était un peu le bozo de service. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Et je te dis, ça a duré le 4 avril, j'ai pris le téléphone. Le 5 avril, j'étais dans l'avion. Tu vois, alors j'ai eu le temps de rentrer chez moi. J'ai appelé un de mes potes qui habitait à Spa. Je lui ai dit, prends mon appartement, reprends mon appartement. Lui, ravi, il a repris mon appartement. Donc j'ai tout laissé là. Je dis, en même temps, ça me fera un garde-meuble. Mais bon, voilà. J'ai pris mon chat, ma guitare et je crois 500 francs belges de l'époque. Tu vois, c'est rien. C'est tout ce qui me restait. J'avais évidemment les hôpitaux, mon frère, les conneries, tout ça. J'avais fait l'imbécile, mais ça rentrait. J'étais au sommet de ce que je pouvais faire. J'étais parti pour faire une jolie carrière de chanteur. Et tout ça m'a pété à la gueule du jour au lendemain. Et j'ai voulu faire ça. Et j'ai appelé Nicolas. Je me souviens à l'aéroport, il y avait mon pote Bruno Solo, il y avait mon pote Bernard Weinberg, qui est mon plus vieil ami, et il y avait Plastique Bertrand, je crois, qui était là, qui se connaissait sans se connaître, qui me regardait en disant « Mais t'es complètement taré, mon petit vieux, tu t'en vas, tu sais même pas où ». Et j'avais chanté au Canada en 96, et là on était des années plus tard, mais j'avais chanté à Québec, à 300 bornes de là. Moi, Montréal, je connaissais pas, donc je pars à l'aventure totale. J'ai eu le temps juste d'appeler Nicolas pour dire « J'arrive, trouve-moi un appartement près de chez toi ». Et puis, il se trouve que je suis arrivé là-bas, c'était le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le pire, là-bas, c'est la fonte des glaces, c'est la fin de l'hiver, c'est la sludge partout, donc c'était pas super sexy. Mais les gens, j'avais un tel souvenir de mes concerts à l'époque, de la gentillesse des gens, de la passe qu'il y avait là-bas, de la facilité avec laquelle tu fais absolument tout. Et donc, voilà, c'était le bonheur. Et donc, je suis arrivé là-bas, Nicolas a eu des soucis de santé, on ne s'est pas vu avant des semaines, voire même des mois, on s'est vu, mais on n'est pas parti sur quelque chose. Et je me suis retrouvé face à moi-même dans un petit appartement de pièces, seul au monde, moi qui en Belgique, je faisais la pluie et le beau temps, à la limite, j'avais tout construit, j'avais réussi quelque chose, et là, je me retrouve tout en bas de l'échelle. C'est la plus belle expérience que j'ai eue de ma vie. J'ai tout recommencé à zéro, et j'avais le droit dans ce pays d'être moi. Je ne devais plus faire le fanfaron, je pouvais enlever mon masque et te parler comme je te parle. Et dire tu n'étais plus le petit-fils d'eux non plus. Je n'étais plus le petit-fils d'eux, je n'étais pas le chanteur, je n'étais pas le mec à qui on mettait des fleurs sur la voiture ou on crevait les pneus, parce que ça, j'ai eu ça pendant des années. Les nanas mettaient des fleurs, les mecs venaient casser ma bagnole, bref. Mais bon, il y a eu un mélange de tout ça, c'était chouette, mais encore une fois, j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont très heureux qu'on les reconnaisse, évidemment, c'est un métier de reconnaissance, on aime qu'on nous aime et tout ça. Moi, je l'ai très bizarrement, très mal vécu. Je ne comprends pas tu n'es pas plus intelligent qu'un autre, mais par contre, parce que tu as fait la météo, les gens te trouvent formidable. Il y a un truc que je ne comprends pas là. Voilà. Le seul gars qui m'a jamais impressionné dans ma vie, c'était Michel Sardou quand je l'ai rencontré. Je n'arrivais plus à parler. J'étais gamin, j'étais chanteur, c'est avant l'Eurovision. Et voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu Enfin bref, j'ai trouvé ça bizarre. Et donc, arrivé au Québec, j'en ai pleuré à chaudes larmes. Je me souviens, j'étais au bord de la fenêtre, là, je regardais la fin de l'hiver, je ne connaissais personne. Nicolas, je lui parlais une fois de temps en temps, je lui ai dit, il a des problèmes de santé, je n'allais pas aller l'emmerder. Et j'ai commencé à marcher autour de mon quartier. Et puis de plus en plus loin. Et puis au bout d'un mois, j'ai acheté une voiture. J'avais toujours rêvé d'acheter un minivan, tu sais, genre agence touriste pour foutre du matériel, foutre 6 musiciens et partir en tournée à travers le Québec avec mes chansons, faire des trucs. Parce qu'à l'époque, j'étais encore parti pour continuer à chanter, je faisais que ça, c'était mon métier.
Et puis, d'abord, tu as le temps de te recentrer parce que tu restes 3 mois tout seul. Je peux te dire que c'est long et tu connais personne. Donc, et puis, l'accent québécois, il faut s'habituer au début. Mais nous, les Belges, ça va beaucoup mieux que les Français. On arrive à capter parce qu'on a aussi des bons accents belges, alors évidemment, avec l'accent québécois. Christa, tu vois, ça peut. Nous, les Belges, on est assez multifacettes pour ce genre de truc. Et 3-4 mois plus tard, je suis dans ma bagnole et je suis à un feu, avenue du Parc, dans la rue où j'ai cet appartement. Et je vois passer devant moi un gars que je connais, je dis c'est pas possible. Et je vois Hubert Mention. Hubert Mention qui est Le frère d'Alec. Frère d'Alec, le frère de Benoît, enfin, c'est l'avocat de la famille, c'est le seul qui n'était pas dans Léopold Nord et vous, mais qui était mon ami et mon avocat à l'époque de l'Eurovision. Et je le vois, évidemment, surprise totale. Il avait fait la même chose que moi 2 ans auparavant, il avait tout lâché, était parti s'installer au Québec sur un coup de tête. Du coup, j'avais un pote, on s'est parlé, on s'est plus jamais quitté, on a travaillé ensemble pendant des années. Il m'a aidé d'ailleurs sur le catalogue de mon grand-père par la suite. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu aller voir mon père des années plus tard pour lui dire donnez la gérance du catalogue de Betterlinck à votre fils. Mon père voulait rien savoir, il faisait gérer ça par un avocat à Paris qui s'occupait de rien en fait. Et donc voilà, et l'histoire a commencé comme ça. Et en plus, il était à l'époque, son boulot de l'époque, parce que lui, il était aussi un peu nouveau là-bas, il était ce qu'on appelle gérant d'artiste, c'est-à-dire agent d'artiste. Oui. Et il s'occupait de 2 comédiens ou 2 comédiennes, et il m'explique ça, bon, voilà. Et quelques semaines plus tard, il me dit, écoute, il y a une soirée chez les Français, viens, on va. Alors je vais avec lui à une soirée, puis il me présente une fille très jolie qui est devenue la maman de mon fils. C'était une actrice dont il s'occupait. Et donc, voilà, la vie a commencé comme ça. Étant actrice, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ce métier. J'ai commencé par faire une pub télé pour Nissan. Et puis j'ai fait un court-métrage en anglais, étant bilingue. Et puis là-bas, tout étant bilingue, parce qu'il parle aussi bien le français que l'anglais, j'ai fait un chouette court-métrage en anglais. Et puis, j'ai eu un rôle dans une série, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis j'ai eu, voilà, je suis à 52 films aujourd'hui et séries confondues, beaucoup au Canada, beaucoup en France aussi, beaucoup des petits rôles en France, mais toujours dans des chouettes films, que ce soit avec Gondry, que ce soit avec... Voilà. Avec beaucoup, enfin, j'ai eu la chance. On va en citer quand même quelques-uns, hein, donc merci en tout cas d'avoir expliqué tout ça, d'avoir expliqué comment tu es arrivé justement jusqu'à devenir acteur. Donc dans les films, on peut citer effectivement L'écume des jours, donc Michel Gondry, il y a eu Au nom du fils, Vincent Lano, Il était une fois une fois. C'est plutôt ma pote Astrid Wetnal qui avait un rôle et qui d'ailleurs a décollé dans ce film de Vincent. Voilà, pour moi, la grande comédienne belge, c'est elle, c'est Astrid Wetnal. Bref, oui. Enfin, oui, il y en a eu d'autres. Donc voilà, on peut en citer plein. Il y a Tueur, etc. Alors, oui, je vois que tu as joué aussi dans La vie d'une autre. Oui, oh, c'était dingue, parce que quand j'ai fait le JT d'RTL il y a une semaine, je me suis retrouvé là et je disais à Alix Battard, qui est la journaliste, je me souviens avoir été présentateur du JT, en fait, c'était un genre d'Ardisson et je faisais une interview à Coulchen qui joue dans le film, donc c'était Isabelle Huppert et Coulchen de Nick Tamer, du groupe, qui est un mec exceptionnel. Et je me souviens que ça a été le truc le plus dur pour moi. Vas-y, pour présenter un JT, avoir ta gueule, j'ai des photos de dingue de ça. Et c'était très impressionnant. Oui, il y a eu ça, il y a eu beaucoup de choses chouettes. Mais oui, alors qu'est-ce que tu retiens justement de tout ça? Après, on pourra parler aussi d'un court-métrage que tu as fait et des séries. Qu'est-ce que tu retiens des tournages de films, des longs-métrages? Écoute, c'est génial, tu rencontres toujours des nouvelles têtes. Moi, je dois dire, je suis arrivé à un âge où c'est aussi peut-être pour ça que je suis parti. Je peux pas rester au même endroit tout le temps. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de changer. Tu vois, là, je viens de m'installer une maison depuis 1 an ici. Elle est finie. Bon, ben, voilà, c'est fini. J'ai déjà envie de faire autre chose. Ah oui. Ouais, je ne tiens pas en place. Qu'est-ce que j'ai retenu? Des rencontres magnifiques. J'ai souvent eu moins de plaisir à tourner des films en France parce que l'ambiance. Je me souviens avoir, par exemple, fait un film qui s'appelle c'est avec Jean-Paul Rouve et Richard Berry. Et Richard Berry, on s'est fini en se tenant à la gorge. Là. Il y avait une ambiance de merde. C'est très français, hiérarchisé, la star du film. Et puis ça, tu sais, chacun est à sa place à table, hein, de l'électro à l'acteur principal. J'aime pas ça. Au Québec, en Belgique, tout le monde se mélange, on bouffe tous ensemble, c'est cool. Et donc, j'ai souvent eu des petites accroches en France parce que ceux qui sont se la pètent vraiment et ça m'emmerde. On est tous les mêmes. Je pars toujours du principe, par exemple, enfin en tous les cas moi, tu me posais la question, qu'est-ce qui t'a amené à être comédien?
D'abord, j'ai fait 0 étude de comédien parce que je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'un des plus grands acteurs que je connaisse et que j'aime par-dessus tout est Lino Ventura. Et Lino Ventura est arrivé un jour sur un film voir un de ses potes, je crois qu'il est venu voir Gabin. Il était lutteur, il était sportif de haut niveau, il était connu pour ça. Et je ne sais plus, c'était un film de qui, Audiard, lui dit: ah, dis donc, Lino, ça fait plaisir, tiens, tant que tu es là, ben, passe et dis un mot à Jean, ça nous fera un clin d'œil dans le film. Et il le fait, c'était bien. Il dit: attends, mais refais. Et regarde la carrière qu'il a fait. Le mec, il a fait. Ouais. Je crois que quand tu es toi et que tu es un observateur de la vie, que ce soit n'importe qui peut devenir comédien et même le meilleur comédien du monde demain. Il te suffit juste d'observer, de regarder et d'être toi, je pense, tu vois. Donc après, ils me font rire, les mecs qui me parlent: j'ai fait le cours à tel, ceci, puis j'ai fait la fleur pendant 3 heures. Va te faire foutre, ça m'emmerde. Mais voilà, et puis tu as la chance, et puis ce qui était génial aussi, c'est qu'au Québec, tous les tournages que j'ai fait des séries, j'ai joué dans la série 10%, la version Voilà, canadienne. Donc là, j'ai les invisibles. Invisible, j'ai eu un rôle important. D'ailleurs, c'est le seul rôle qui n'existe pas en France. Ils m'ont fait un rôle de producteur chiant français, tu vois, donc qui n'est pas dans la série. Donc du coup, c'était rajouté et c'était formidable. Mais j'ai toujours eu un plaisir de dingue parce que ces gens, on se tutoie tous tout de suite. Que tu sois le big boss ou le dernier des ouvriers, on est au même niveau. Tu as le même respect. Il n'y a pas de racisme là-bas. Il y a pas de, tout le monde se tient la main. C'est très spécial. C'est comme les études là-bas. Je vois mon fils qui a 16 ans, qui va avoir 17 ans au mois de février. Comment il évolue. C'est le côté que j'avais aux États-Unis. Quand tu es à l'école aux États-Unis, tout le monde se tient la main, on est une équipe et on va tous ensemble. Donc, dès qu'il y en a un qui traîne un peu la patte, tout le monde le récupère et tu pars dans cette logique. C'est pour ça que les gamins très tôt sont beaucoup plus réveillés et sont tout de suite dans le business à vouloir faire des choses. Voilà, ici en Belgique, j'en connais beaucoup qui à 25 ans se grattent encore l'arrière de la tête en se demandant ce qu'ils vont faire, tu vois. Mais voilà, donc j'ai eu ce plaisir immense de rencontres. Tu fais toujours des rencontres incroyables et puis voilà, et puis ça te permet en étant comédien, ça te permet d'être tous les rôles du monde. Tu peux être un jour un clochard. Moi, j'ai joué beaucoup de crapules ou beaucoup de flics ou bien des clodos. Et ça te permet d'être tout ça à la fois et de partager et de rencontrer des gens magnifiques. Donc ça, je suis ravi et j'en ai de plus en plus. Là, j'ai 2 films à venir. Là, je viens de tourner Big Five Voilà. en Afrique. De Gilles de En Maistre. Afrique, tu dis chaque fois en Afrique, mais où en Afrique? Ah, au Sénégal, pardon, oui, je vis en Ah Afrique. oui. Ah oui. Alors, ça devait être en Afrique du Sud. En fait, avec Ah le bon? Covid, on n'a plus, donc ils ont tout transféré au Sénégal, à 70 km de Dakar, dans le sud, dans un village qui s'appelle Sali, où j'avais déjà Oui, été. je connais, ouais. Et ça, c'était génial parce qu'on était déjà dans ce Covid de merde depuis un moment. Donc là, je suis arrivé là-bas, 0 Covid, restaurant ouvert, film, piscine, la mer, Chantal Latsou, Élodie Fontan, Marc Ruchman, le réalisateur Gilles Demestre, la productrice Catherine, que des gens merveilleux. Et on s'est amusé pendant 3 semaines. Voilà, pendant qu'ici, on devait fermer sa porte à 6 heures du soir ou à 8 heures. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir encore tourner un film là, film qui devrait devenir maintenant une série sur France 2 à suivre. Voilà. Et donc, chouette, j'ai de la chance pour le moment, en tous les cas, pendant cette période-là, que je trouve quand même très lourde. Oui. Justement, comment la vis-tu? Comment est-ce que ça se passe pour toi? À part effectivement le fait que tu as eu la chance de pouvoir tourner dans Je vais ce te dire film. un truc ahurissant, mais incroyable. Je crois que j'ai jamais autant bossé que depuis qu'il y a le Covid. Moi qui n'aime pas spécialement sortir, je suis pas très dîner, copain, grande table, je suis plutôt un solitaire, j'aime bien qu'on soit à 2, 3, 4, on peut parler, et puis j'aime bien être chez moi, donc je suis devenu un vieux papy. Mais au début, comme tout le monde, on a trouvé ça très drôle, on restait à la maison, on rigolait, applaudissait à 8 heures, on savait pas très bien où on allait dans toute cette merde. Et petit à petit, bon, moi, quelque part, comme j'aimais bien être seul, j'ai dit, enfin, là, je suis non seulement seul, mais je suis même plus obligé de voir qui que ce soit. L'État l'a demandé, on sort plus de chez soi, on se voit. Donc moi, j'étais ravi au début. Et puis j'ai commencé à faire un truc avec des potes, avec Renaud Ruten, avec Jean-Marie Bigard, avec Zidani, humoriste. J'aurais dit, écoutez les gars, on va faire un mini Eurovision, ça s'appelle le Belgovision, on s'emmerde tous à la maison. Donc les gens nous envoyaient des capsules de 30 secondes où ils chantaient un truc pour remercier le personnel soignant, un médecin ou n'importe qui. Nous, on était un jury, RTL s'est mêlé, ils m'ont proposé de le relier en radio, en télé, on a fait ça, c'était super. Et donc on s'est bien amusé. Moi je me suis occupé avec ça, ça m'a redonné un peu de visibilité aussi. Et comme j'étais occupé à faire mes capsules, parce qu'on a parlé tout à l'heure, donc c'était la manière pour moi de parler avec mon fils, du coup ça a un peu avancé là-dessus, mais pour revenir à ta question, parce que moi je suis quand même incroyable.
je passe sur autre chose. Tu es en Comment je vis? arborescence. Oui, non, mais c'est effrayant. Il faut que j'apprenne à respirer. Mais si tu veux, voilà, après maintenant, ça s'est tiré en longueur. Maintenant, je suis inquiet. Maintenant, je vois Ouais. vraiment les gens nerveux. Je me suis fait arrêter il y a 3 semaines par des policiers en allant acheter une baguette un matin. J'ai cru qu'ils allaient m'arracher la tête. Il y a une violence. Et voilà, je crois que les gens sont au bout. Est-ce que ça va nous rendre moins cons quand tout ça sera fini? J'en doute, mais je l'espère qu'on sera plus. Regarde, voilà, aujourd'hui, toute la planète prend une claque sur la gueule. Est-ce que ça nous apprendra, à nous, les êtres humains, à être un peu plus solidaires, à s'entraider? Encore une fois, j'en Oui. doute. Parce que Justement, tu parlais d'un one-man show que tu es en train d'écrire avec Bruno Solo. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui, écoute, alors, ça, c'est mon petit dada, c'est mon petit kiff. En fait, je crois que c'est mon vrai métier depuis toujours. C'est le seul que j'ai pas fait. Euh, quoi de plus Quoi de plus beau, et encore, je disais ça déjà à l'époque, parce que en ce moment, je suis en train de faire un site internet et je retrouve toutes les coupures de presse de l'époque de l'Eurovision. Ma mère gardait, j'ai des bottins entiers, et je m'aperçois que je disais beaucoup de conneries. Je disais déjà à l'époque, quoi de plus beau que de monter sur une scène, de chanter une chanson que les gens connaissent et de voir des sourires et d'être heureux 3 minutes, une demi-heure ou une heure, le temps d'un concert. Et bien pareil, quoi de plus chouette et encore plus aujourd'hui que de faire rire les gens, que de les amuser. J'ai eu, depuis ces quelques jours où j'ai eu un peu de visibilité avec les JT pour l'œuvre de mon grand-père, des centaines, voire des milliers de messages, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, même de mon agent à Paris qui m'a relié des trucs parce que c'est passé sur TV5, tellement gentil, tellement chouette en disant on vous connaissait pas, on vous connaissait à travers votre chaise verte et toutes les conneries que vous pouvez sortir. Et là, on vous a découvert autrement, on a hâte de voir votre spectacle. Et en fait, depuis un an, je m'arrache les cheveux à me dire, c'est quoi le spectacle? Si c'est pour faire la même chose que tout le monde, ça ne m'intéresse pas, il y en a 1000. Voilà, et c'est très bien. Du coup, je cherche, et doucement en évoluant, en réalité, cette histoire, en fait, le fait d'avoir été au JT d'RTL et d'avoir parlé pour la première fois de mon grand-père, parce qu'il y a cet inédit qui sort, m'a permis pour la première fois, en fait, d'en parler et d'être très détendu avec ça. J'ai plus rien à prouver. Je m'en fous, on va plus. À l'époque, j'avais peur parce que j'avais peur qu'on regarde dans mes textes. J'ai eu la chance de bosser avec Charles Aznavour, avec Pierre Delanoë, avec Nicolas Perrac, avec Gérard Presgurvic, avec des gens magnifiques. Et beaucoup là étaient parce que j'étais le petit-fils de Metterlinck, évidemment, j'en ai joué. Donc, tu vois, ça m'a fait plaisir aussi. Mais pour revenir à ce qu'on disait, donc je cherche, et tout en cherchant, je m'amuse à faire le con dans mon fauteuil. Vraiment faire le con en filigrane parce que j'essaie toujours quand même de passer un message. J'ai fait une capsule sur Tinder, je suis ahuri de voir ce que mes copines me montrent de ce qu'elles ont comme échange. Tinder, je ne suis pas dessus, je ne connais pas, mais c'est hallucinant. Du coup, je décide d'en faire, tu sais, un peu de la prévention pour les gamines aussi. Les gars, calmons-nous le pompon. Il n'y a que des porcs là sur ces trucs. Arrêtez de croire, il y a beaucoup d'arnaques. Bref, donc je m'amuse avec tout ça. En même temps, je fais passer des messages à mon fils, je fais passer des messages à mes potes, je m'amuse. Et tout en faisant ça, j'ai commencé à trouver la trame en fait du spectacle. Et en réalité, j'ai fait une tentative il y a 1 an ou 2. Je suis monté sur la scène grâce à mon pote Lionel Jadot et Gilles Morin qui m'ont poussé sur la scène du Kings of Comedy en première partie d'un artiste. Et je me suis retrouvé là avec ma grande gueule. Il dit, vas-y Fred, vas-y avec ta grande gueule. Et ben vas-y. Et ça a été formidable en fait. Et je suis d'abord, c'était incroyable parce que je me suis retrouvé, tu sais, la scène est toute petite, les gens, tu les touches là. Donc je préfère faire Forêt Nationale que de faire une salle pareille parce que tu vois les gens. Et je suis monté là. Ça faisait 20 ans que je n'étais pas monté sur une scène en tant que chanteur. Du théâtre, j'en fais pas, ça m'emmerde. Mais le cinéma, tu n'as pas ce rapport avec le public. Et du coup, je me suis retrouvé là et j'ai bugué, j'ai figé pendant 1 minute. Et eux pensaient probablement que ça faisait partie de ma mise en scène. Mais en réalité, j'étais là, figé, paniqué, traqué. Et j'ai eu 1 minute pour me dire, OK, Fred, sois toi, sois honnête, sois sincère, sois vrai. Et j'ai commencé à raconter des histoires qui me sont arrivées dans ma vie. J'ai un voyage en Thaïlande qui a mal fini le premier jour. Je me suis fait défoncer la gueule parce que je suis arrivé sur une scène où il y avait un kickboxer thaïlandais. Et si tu tenais 1 minute avec lui, tu recevais 500 $. Et j'ai été, évidemment, il m'a démoli. J'ai fini 17 jours à l'hôpital et puis je suis rentré avec Europe Assistance. Et tout ça, j'en mêle tout ça. Puis je vais te raconter ma vasectomie. Et puis je vais te raconter mon opération de ci. Et puis je parle de mon père. Et en réalité, aujourd'hui, je suis en train de mettre tous ces blocs l'un dans l'autre, pas que pour dire des conneries
conneries, parce qu'encore une fois, c'est oui, c'est pour raconter de manière très… Écoute, moi j'ai mon pote Lionel Jadot avec qui, voilà, dans ses bureaux, à l'époque j'avais mon bureau dans ses bureaux, donc on se voit tous les jours, c'est mon pote, et il me dit, mais Fred, tous les matins, à moi et à mes employés, aux gens qui travaillent avec moi, tu nous racontes ce qui t'est arrivé entre chez toi et ici, et on pleure de rire. Donc, tu n'as pas énormément à sortir. Et puis, voilà, peut-être que de la dyslexie a fait que je me suis inventé un franc-parler. J'invente des mots. Un jour, j'étais avec Solo dans un œuf qui montait, dans une benne qui montait au ski. Puis, il me dit, alors, Fred, t'es content? C'est chouette, la montagne. Je dis, putain, ça me surgalvaude, mon Bruno. Sur Galvaud. En même temps, il a compris, ça veut dire ça me surexcite. Mais et donc, voilà, j'ai cette faculté d'inventer des mots que dès que je trouve pas, je remplace par un autre, mais qui pourrait avoir l'air d'être, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de monter sur scène dans mon fauteuil parce que finalement, je m'y suis habitué et que beaucoup de gens s'y sont habitués et que j'espère que je vais l'agrandir un petit peu. Et en fait, tout simplement, je voudrais remettre mon tapis qui est là, ma table qui est là, mon fauteuil sur une scène pour être chez moi parce que je suis un traqueur à la base. J'ai une grande gueule, mais je crois que j'ai une grande gueule que je me suis forgé un peu à cause de mon père. Je me suis fait un bouclier pour pas qu'on m'emmerde. Et puis à l'époque de l'Eurovision et tout ça, parce qu'en réalité, dès que je ferme la porte et je me retrouve tout seul, je dis plus un mot et je suis un gars très calme et très timide et très sensible. Et donc, je sais pas pourquoi je me suis forgé une très très grande gueule. Donc, c'est amusant, mais en même temps, c'est pas ça que je… Et donc, ce spectacle, ça va être vraiment un condensé de racontage de ma vie en passant même par la mort de mon frère, des détails avec mon père, des expériences qui me sont arrivées. Et je crois que juste la manière dont je vais le raconter est drôle parce que je me souviendrai toujours, j'avais un ami québécois qui m'avait, au moment de ma séparation, envoyé chez un psy. Je dis, écoute, Martin, franchement, un psy, j'ai une gueule, aller chez un psy. Il me dit, oui, écoute, moi, il m'a aidé, vas-y. Alors, j'ai aucune idée. Moi, je crois que le meilleur des psys, c'est un bon ami ou une bonne amie qui t'écoute vraiment. Parce qu'un mec que tu payes, déjà, moi, ça m'emmerde. Tu sais qu'il t'écoute pas, tu payes. Et je fais deux visites chez le mec. Et le gars rigole tout le temps. Et je lui raconte que je suis en 1000 morceaux, que j'ai un enfant, que je peux plus le voir, que j'ai perdu ma maison, ma femme, mon bateau, ma voiture, toute ma vie. Et je dis à mon pote Martin, je dis, Martin, c'est normal, ça fait partie de la thérapie, qui rigole. Il me dit, mais t'es fou. Moi, j'étais 10 ans chez lui, il n'a jamais rigolé. Et il me dit, mais demande-lui. Et donc, la fois d'après, je vais chez lui, je dis, monsieur Delisle, est-ce que ça fait partie de la thérapie de rire à ce que je dis? Il me dit, non, monsieur, excusez-moi, mais vous avez un franc-parler qui est tellement énorme. Au lieu de dire, on couche plus ensemble, vous me dites, je lui mets plus un coup dans le gigot. Moi, ça me fait rire, tu vois. Et donc, voilà, donc en fait, en étant moi, tout simplement, je crois que voilà, au plus tu es sincère. Aujourd'hui, voilà, moi j'ai plus de temps, j'ai plus de temps pour des gens pas sincères ou des gens méchants ou des gens envieux ou des gens jaloux. Voilà. Et donc j'ai fait un tri depuis quelques années de tous les parasites que j'avais autour de moi. Et j'ai autour de moi aujourd'hui des magnifiques personnes. Je suis heureux avec ça. Puis rentrent d'autres personnes. Avec Bruno, on a une théorie magnifique qui dit que pour 100 personnes que tu rencontres sur le mois, il y en a une qui vaut la peine. Mais pour cette personne-là, ça vaut la peine de s'être emmerdé 99 autres fois, 99 autres fois. Et c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, à l'âge que tu as, à un moment donné, je sais au bout de 5 minutes si oui ou non cette personne va rester à ma table ou pas. Voilà, il faut aller à l'essentiel. J'ai vécu la mort de Manu, qui a été mon premier traumatisme terrible d'un ami qui part. 2 ans après, c'est mon frère. Et j'ai appris à ne pas oublier à dire aux gens que j'aime, que je les aime, parce que je sais que la vie, elle peut partir comme ça. J'ai eu une vie incroyable avec mon père qui a été tout sauf drôle. Ça a été un cauchemar. Il est parti il n'y a pas longtemps. Ça a été très difficile, toute la succession, tout ce qui va avec ça. Et donc aujourd'hui, je ne vois plus que le beau de tout ça. Et je m'entoure voilà, de belles. Et j'ai la chance d'avoir des merveilleuses personnes autour de moi. Et je ne voudrais pas mes 20 ans pour rien au monde. Je suis enfin bien avec moi, bien ancré. Et voilà, le seul problème, c'est mon fils, il est loin, il vit au Canada. J'ai voulu pendant des années le ramener ici. Et puis en réalité, quand je vois la qualité de vie qu'il y a là-bas et ce qu'il est devenu, vive le Québec. Cette éducation, cette mentalité, ce côté très, comme je te disais, à l'école où tout le monde se tient, fait que c'est génial. Donc moi, maintenant, je suis revenu depuis 3-4 ans en Belgique, mais avec des allers-retours. Cette année-ci, là, ça fait jour pour jour 1 an que je n'ai pas vu mon fils. Et là, ça commence à être dur. Là, par contre, là, ça commence à regarder sérieusement. Mais heureusement, on a ces téléphones. La technologie nous aide à rester proches. Heureusement, voilà, je vois qu'il est heureux, je vois que la vie est belle. Donc, je suis ravi. Et
Quelle drôle de vie. Et elle Ouais, va oui. tellement… Excuse-moi, je vais t'interrompre parce que le temps passe. Est-ce que tu veux nous parler justement de ce manuscrit que tu as découvert, qui serait donc la suite de l'Oiseau bleu écrit par ton grand-père? Incroyable. Écoute, je sais pas si je bouge l'ordinateur 2 secondes parce que tu vois, ça c'est un mon grand-père qui est là. Ah oui, Tu vois, ce qui est dingue dans toute cette histoire, c'est que depuis 15 ans, je gère le catalogue de mon grand-père pour mon père, parce que voilà, parce que personne s'en occupait sérieusement et qu'à un moment donné, avec les relations que j'avais, c'était légitime de m'occuper de ce catalogue. Et bon, tout ça pour le compte de mon père, mais c'était passionnant parce que j'ai commencé à découvrir qui était mon grand-père. Parce que pour gérer son catalogue, moi, que je sache un tout petit peu de quoi je parle, je suis pas un grand littéraire, c'est pas mon truc, j'ai pas une bibliothèque de 200 bouquins, voilà, je suis plus un gars qui apprend en regardant que j'ai appris dans les livres, mais depuis quelques années, je suis plongé là-dedans. Et mon père meurt en 2019 au moment où le domaine public de 70 ans de mon grand-père on tombe dans le domaine public, donc tout ça s'arrête là. Bon, dommage, parce qu'effectivement, pendant des années, mon père a touché beaucoup de royalties, beaucoup de sous, de droits d'auteur, et il a vécu plus que largement avec ça. Tu dis, bon, coïncidence, il aura vraiment fait chier jusqu'au bout. Il est parti en même temps. Et pendant sa succession, évidemment, j'ai commencé à vider ses affaires, à partager avec mon grand frère les choses, et on est retombé sur un manuscrit, sur un document qui n'est autre que la suite de son prix Nobel écrit en 49. Alors l'histoire est incroyable parce que en 49, il écrit La Nuit des enfants, il termine, petites annotations, tout ça est tapé à la machine, à l'ancienne, le document est magnifique. Il l'envoie à une de ses amies qui habite à Cannes, ça met 8 jours avant d'arriver, ou 6, j'en sais rien. Entre-temps, il décède, elle apprend sa mort, elle est triste, elle met ce tapuscrit dans sa bibliothèque de 5000 livres. Elle vit encore quelques années. Derrière ça, elle décède à son tour. Sa fille hérite de ces choses. Ils habitent à Juan-les-Pins avec son mari, sont des Belges. Ils vivent encore 20 ans, 30 ans ensemble. Elle divorce. Cette femme se retrouve en Belgique, seule, dans un appartement. Elle peut pas, elle sait rien foutre de ses 5000 livres. Et elle décide d'offrir une grosse partie au musée de la littérature. Elle redistribue. Et c'est comme ça que ça termine chez mon père. Et donc, je retrouve ce document. Et ça, c'est vraiment un cadeau du ciel, c'est vraiment un clin d'œil. Voilà les gars, moi j'ai vu du haut là, qu'est-ce que ça a été votre vie avec votre père. Encore une fois, moi je commence le show, d'ailleurs le spectacle en disant ça. Adolf Hitler était un bisounours à côté de mon père. Voilà, je vous explique. Tu vois, donc ça, bon, et puis il y a moyen de tourner ça avec beaucoup d'humour parce qu'il faut rire de tout. Moi je ris avec tout. Il faut tout tourner à la dérision, même la mort. La mort de mon frère, je la raconte sur scène, c'est épouvantable. La personne la plus proche, la personne qui me ressemble le plus, qui a la même voix que moi, avec qui je vis depuis toujours, meurt dans mes bras. Et sa dernière phrase, je ne sais pas quoi lui dire, je lui dis, bon, il collectionnait les montres. Je dis, bon, Eddie, putain, claque vite parce que j'aimerais bien taxer ta montre et puis j'ai un dîner ce soir. Et là, enculé. C'est exceptionnel, tu vois. Et quand je raconte ça à Bruno ou à mes proches ou à Lyon, c'est tellement touchant, puis en même temps, c'est tellement drôle, et c'est tellement ça que j'ai envie de raconter. Après, tu peux continuer à dire des conneries sur scène, mais tu vois, parler de vraies choses. Mais pour revenir à l'œuvre, voilà, c'est arrivé, c'est là, et puis il y a eu le Covid. Du coup, pas le temps d'aller. J'avais été voir des éditeurs à Paris, et puis au moment où les demandes se sont faites, bon, je me suis retiré, puis j'ai pas été très en forme, j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai laissé tout sur le… Et puis il y a eu ce film qui a fait que j'ai commencé à faire de la promo, j'ai commencé à faire la promo pour le film, un peu de presse, et puis un peu à gauche, à droite, et puis de fil en aiguille, c'est arrivé qu'au JT, on m'en a parlé. Et j'ai dit, bah oui, écoute, oui. Et en fait, voilà, et ça a lancé toute la machine, et ça m'a redonné l'énergie parce que j'étais occupé sur autre chose, de me concentrer. Et là, depuis 2 semaines, écoute, je dors quand je dors, mais je suis occupé avec quelques éditeurs à Paris. Les projets sont de faire une pièce de théâtre, de sortir cette œuvre, évidemment. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la littérature. J'ai envie de dire depuis Clovis, mais même bien avant, qu'une suite arrive de Sagan. Oui, on va trouver un inédit, c'est très bien. L'autre jour, ils ont retrouvé sur TF1 2 chansons inédites de Balavoine. J'adore Balavoine, mais ils ont fait un tintamarre avec ça. Je dis, non, moi je dis, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être avec la suite d'un prix Nobel? En plus, le livre est magnifique, il est un conte philosophique, un conte initiatique, c'est du Maeterlinck, avec tout cet univers absolument incroyable. Et
Et donc, écoute, c'est un trésor. C'est comme si tu retrouvais un trésor, aujourd'hui, à moi, de le placer pour le distribuer de la plus belle des manières, de la plus élégante pour lui, en tous les cas, par respect. Et puis, tant mieux si ça met maman à l'abri, mon frère et mon fils. Tant mieux. Moi, je continue ma vie, je fais mes choses. Mais je dois dire, j'ai eu l'occasion plusieurs fois ces derniers mois de regarder des photos de mon père ou de ma famille. Et puis tu pars dans tes pensées et tu dis, mon Dieu, bon là, il est mort. Il n'y aura plus jamais rien à régler. Donc c'est réglé, c'est fait, c'est plié. Et puis ça qui arrive là, bah, quel joli petit clin d'œil de la vie, quel joli petit moment. Et c'est passionnant. Et donc, Mais du oui. coup, le projet, c'est au Japon, il est cultissime, en Parce Chine. que moi, en fait, j'ai Et vu oui, le dessin animé de l'oiseau bleu quand j'étais petite et je les j'étais connais. éblouie. Mais c'est pas, en fait, c'était le genre d'image que tu as en tête quand tu es enfant, mais tu ne sais pas ce que tu as vu. Je savais même pas que c'était ton grand-père, clairement. Et donc, c'est des années après, au moment où j'étais avec Manu et qui m'a parlé de toi, que je me suis dit, mais oui, c'était ce dessin animé-là que j'ai vu petite et qui m'avait tant éblouie. Oui. C'était, bien sûr, c'était magnifique. Tu sais, quand on était gamin, c'était obligatoire à l'école. L'oiseau bleu faisait partie voilà, du scolaire. Pas à mon époque, non. Et toi, tu es beaucoup plus jeune, excuse-moi Isabelle. Excuse-moi trop. Mais à mon époque, puis après, ça a été le Petit Oui. Prince d'ailleurs, qui a été complètement conçu grâce à l'oiseau bleu. Oui. Saint-Exupéry était un fan absolu. La mère de Saint-Exupéry faisait bouffer toutes les œuvres de Maeterlinck. À lui, à Saint-Ex et sa sœur, elle était une fan. Et donc, lui a grandi avec les œuvres de mon grand-père. Et ce qui est très drôle, c'est que la femme de Saint-Exupéry, Consuelo, était la marraine de mon petit frère. Et avant tout ça, il se trouve que un jour, ils habitaient dans le nord de l'Italie. Mon grand-père habitait à Nice, sur le boulevard Maeterlinck, le palais Maeterlinck, un truc incroyable qui existe toujours aujourd'hui, qui est devenu 20 appartements qui portent tout le nom d'une œuvre de mon grand-père, exceptionnelle. Et dans la voiture, Saint-Exupéry demande à Consuelo sa main. Et elle lui dit, écoute, on dîne chez le maître ce soir, parce qu'elle était très amie avec Maeterlinck, Consuelo, et lui pas, donc il était très excité. C'est comme si moi, tu m'emmenais chez Michel Sardou, tu vois. Ah ouais, ouais, un coup avec Michel, génial. Et en même temps, elle lui dit, s'il t'accepte, je t'épouse. Ah oui. Et mon grand-père, c'était pas un mec qui était un peu comme moi, il aimait pas les nouvelles gueules, et puis il aimait bien avoir la paix. Hein, arrive ce couple, donc c'est son ami et tout, puis le petit jeune, là, bon, il le regarde du coin de l'œil, donc ça, c'est les récits que Consuelo racontait à ma mère et à mon père. Et à un moment donné, en plein milieu du dîner, Maeterlinck descend pour chercher une bouteille de vin, le gamin le suit et lui explique qu'il a écrit Le Petit Prince, passionnant, génial. Alors Maeterlinck l'écoute, il lui dit, oh, c'est formidable, il dit, écoutez, j'ai pas la fin, j'ai pas la chute. Et là, Maeterlinck lui aurait soufflé 3 possibilités de chute différentes, et en remontant, il l'a pris dans ses bras, il a dit, dis donc, Consuelo, je l'aime bien ce petit, il ira loin. Et puis, tu as vu la carrière incroyable qu'il a faite, quoi. Donc, Quelle belle histoire. Waouh. oui, une histoire de fou, une histoire Ben de oui. fou. Et puis en plus, après, en France et en Belgique, l'oiseau bleu en France et en Belgique, l'oiseau bleu qui a fait le tour du monde, qui a été traduit en plus de 60 langues, c'est les deux seuls pays où ça a moins marché. Maeterlinck était flamand mais francophone, habitait à Gand. Il a quitté la Belgique très tôt pour la France. Il a habité après Paris à Château de Medan, à côté de Zola. Après ça, il a eu l'abbaye de Saint-Vendry dans le centre de la France, toujours des trucs démesurés, avant d'acheter ce casino russe qui est devenu Orlamonde, le palais Maeterlinck. Et en France, à 4 reprises, on lui a proposé la nationalité française, qu'il a refusée. Ah, ils l'ont mal pris. Alors, et c'était tout bénéfice pour Saint-Exupéry parce que c'était très similaire comme œuvre. Voilà, après, ça ne l'a pas empêché de faire le tour du monde. Tu sais, c'est ce qui est incroyable que j'ai découvert ces dernières années, que je ne savais pas de lui, c'est qu'il était une vraie pop star de son époque. Quand il part aux États-Unis, j'ai des audios encore ici que j'ai récupérés dans des musées à travers le monde ou qu'on m'a envoyés avec les années. Des audios de Maeterlinck faisant des discours à la nation américaine. Quand il est arrivé à New York en 40, et là c'était avec mon père, parce que la guerre éclatait en Europe, il faisait sa tournée, puis Hollywood, il était ami avec toutes les stars d'Hollywood, c'était l'auteur à la mode, et eh bien le Boeing qu'il a amené aux États-Unis était repeint complètement en bleu. Toutes les vitrines de Manhattan étaient repeintes en bleu, des cotillons par paquet de milliers, comme tu peux voir quand il y a un président qui passe, tu sais,
c'était hallucinant. Et c'était un mec d'une grande gentillesse parce que ça a été très drôle. La première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai eu l'impression d'entendre Léopold III, le roi des Belges. Oui, heureusement que tu n'as pas dit Léopold II. Non, mais tu vois, il y a cette espèce de voix Oui, gentille, oui. s'adressant à mes chers compatriotes, je suis aujourd'hui là pour vous dire attention, mes bons enfants, à la nuit de Noël. Bref, et puis après, avec tout ce que j'ai, parce que j'ai beaucoup de choses de mon grand-père ici. Moi, je suis un collectionneur dans l'âme. Mon père a perdu malheureusement beaucoup de choses, mais Ah, j'ai énormément de documents. J'ai encore sa carte d'identité, son passeport, mais même des contraventions qu'il a eues à Monaco en se garant mal, des manuscrits, des pièces, des bibelots, j'ai des trucs formidables. Et donc, et ça fait longtemps. Et je vis là-dedans. Tu vois, je vis oui. dans ce univers-là. J'adore tu sais, même quand je vois un reportage, n'importe lequel, en noir et blanc, d'avant ma naissance, ça me passionne. Mais Qu'est-ce oui. qui peut bien se passer avant que j'arrive? Mais Frédéric, on va se quitter là-dessus. En tout cas, c'était vraiment passionnant tout ce que tu racontais. Il faudrait refaire un live où tu nous parles de ton grand-père parce que on sent que tu as tellement de choses à dire. Finalement, on n'a pas tellement parlé de toi, hein. Il y avait aussi encore des choses à dire sur toi. Pour finir en 2 mots, avec joie qu'on refera un live Oui. quand tu veux. Voilà, moi, ma petite vie aujourd'hui, c'est l'écriture de mon stand-up. Dès que les portes vont se réouvrir, aller le jouer un peu en province pour me rôder, ramasser 2, 3 tomates sur la gueule. Quand tout est prêt, Bruxelles, Paris, Montréal. Et puis des films entre ça. M'occuper surtout maintenant de la suite de l'Oiseau Bleu parce que je veux le partager avec Le le monde. monde, oui, Beau. Première chose que je veux faire, c'est un livre pour enfants. De oui. l'Oiseau et de la suite, un livre audio pour enfants. Et dans chaque pays, une vedette fera la voix. Moi, je vais le faire pour la Belgique, évidemment. Et puis, en France, ce sera peut-être Stéphane Bern, que je connais bien, ou, Bruno Solo. ou Bruno, ou Lucchini, qui serait parfait. Jeanne Oui. Moreau, à l'époque, avant de mourir, me l'avait demandé. Est-ce que Oh, donc, tu vois, donc j'ai des projets formidables, j'ai ça, et je te tiens étroitement au courant de oui, la. vraiment, s'il te Là, plaît. pour l'instant, je ne suis plus que dans la sortie de cette Oui, suite, et il y aura des trucs je lis géniaux. de lire. Ouais. On en En tout parle, et cas, merci. Tu salueras Bruno Solo de ma part, parce que je l'ai vu il y a un peu plus d'1 an au festival du film de comédie de Liège et c'est toujours un plaisir de le oui, croiser. oui. Et Il ouais, vient bientôt chez moi parce qu'il vient tourner une pièce de théâtre à Auderghem, et il vient passer 4, 5 jours chez moi. bah, tu Et lui donc, remets un gros bisou en tout cas. on va prendre un En tout café cas, en plus. Frédéric, on va devoir se quitter ici parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Mais en tout cas, un grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. André Pasquasi, qui est toujours fidèle au poste. Laurent Delia, qui nous dit qu'il est en train de lire la biographie de Lino Ventura. Mon amie Sandrine qui disait Bravo, que c'était une chanson de Delpech. Merci Sandrine. Et quelle alors, belle. il y a Kader Choukran qui dit bonjour. Il y a Matteo Salomon qui dit bonjour aussi. On va continuer à lire les commentaires plus tard. Sandy, Namine, ma sœur. En tout cas, merci. N'hésitez pas à me suivre donc sur Facebook, Instagram et YouTube. À très bientôt. Merci Frédéric. Merci Isabelle, merci de ta gentillesse, merci. Avec plaisir. Et courage à tous. Oui.